Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour l'émission radio de l'Europe Direct de Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors aujourd'hui, nous vous amenons au cœur de la première session plénière du mois d'octobre, car ce mois-ci est particulier avec 2 sessions exceptionnelles à Strasbourg, la deuxième étant principalement consacrée au budget de l'Union européenne. Mais cette session plénière, un an jour pour jour après les terribles attaques terroristes du 7 octobre perpétrées par le Hamas en Israël, le Parlement européen a marqué 1 minute de silence en hommage aux victimes. L'onde de choc de ces événements a plongé le Moyen-Orient dans une escalade de violence sans précédent. Dans ce contexte, quel peut être le rôle de l'Union européenne ? C'est l'une des questions centrales de cette session plénière. Au-delà de la situation au Moyen-Orient, d'autres sujets majeurs sont à l'ordre du jour. Les priorités de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne avec Viktor Orban, présent au Parlement européen, la réintroduction des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen, notamment en Allemagne, ainsi que le débat crucial sur la notion de consentement et de violence de genre. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir Emma Rafovitch, députée européenne française, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Bonjour Madame Rafovitch et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On peut aussi ajouter que vous êtes la présidente des jeunes socialistes et que vous faites partie donc des plus jeunes élus du Parlement européen. Alors le Parlement européen vient de publier son enquête post-électorale 2024 qui se penche sur le comportement électoral et les priorités des citoyens au début de cette nouvelle législature. Et j'étais un peu surpris en regardant cette enquête Eurobaromètre parce que l'un des constats marquants de cette enquête, c'est que 70% des Européens estiment que leur pays a bénéficié de son appartenance à l'Union européenne, alors que pour la France, on est seulement à 58%. Alors vous allez me dire, c'est déjà bien 58%, mais c'est un chiffre très bas. Ça fait partie de l'avant-dernier pays, avec la Bulgarie qui est en dessous. Qu'est-ce qui explique pour vous cette différence de perception des avantages de l'Union européenne par rapport à d'autres pays? L'Allemagne, par exemple, c'est 69%, et même l'Italie de Meloni, c'est 63%. Moi, ce que je pense, c'est que, évidemment, l'Union européenne, c'est aujourd'hui, pour les Françaises et les Français, pour les Européennes et les Européens, une constante pour beaucoup dans la vie depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Mais l'Union européenne, parfois, pêche par, on va dire, son éloignement des citoyennes et des citoyens. Et que les Françaises et les Français, quand ils sont confrontés à l'injustice du quotidien, aux crises qui traversent le pays, mais plus largement l'Europe, le monde, évidemment, se sentent, on va dire, lésés dans leur rapport citoyen, dans leur rapport quotidien aux institutions, et donc évidemment aussi à l'Union européenne. Quand les Françaises et les Français ont du mal à se nourrir, à se loger dignement, à étudier dans de bonnes conditions, eh bien évidemment, il y a une colère qui monte. Et cette colère, elle va évidemment aller contre l'État, mais elle va aussi aller contre l'Union européenne. Moi, ma conviction profonde, c'est que si on veut arriver finalement à un moment d'amour, de conviction qui unissent les Français, les citoyens avec leurs institutions, eh bien, il faut que les Françaises et les Français, plus largement les citoyens, vivent mieux. C'est ça, je pense, l'objectif pour l'Union européenne. Moi, ça m'explique de toute façon pas la différence, parce que je pense qu'il y a quand même des pays où la vie n'est pas plus facile qu'en France. Moi, je crois, vous savez, quand on est française ou français, il y a une puissance de l'État, une puissance des services publics qui n'est pas tout à fait la même que dans d'autres pays de l'Union européenne. Évidemment aussi, le symbole du pays France, de l'identité française, est particulière par rapport à d'autres pays. Quand on va, par exemple, au Portugal, et j'ai la chance d'être aussi, de siéger aux côtés de camarades portugais, y compris de jeunes portugais, qui me parlent de l'évolution et de la place de l'Union européenne aussi dans l'évolution du Portugal et de leur pays. C'est un ressenti qui est très fort, qui est peut-être moins fort en France. Et évidemment, il y a aussi, mais là je parle à un journaliste, peut-être l'impact politique, l'impact médiatique qu'a l'Union européenne. On parle assez peu d'Europe, il faut le dire, en France dans le débat quotidien, sauf peut-être pour critiquer, on va dire, l'Union européenne. C'est pas tout à fait le cas dans d'autres pays. Alors, depuis votre élection, plusieurs événements majeurs ont eu lieu au Parlement européen, notamment la réélection, cette fois-ci, d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission et la présentation de son collège de commissaires, qui doit encore être validé par le Parlement. Quel est votre regard sur cette nouvelle commission de commissaires désignés ? Écoutez, une grande déception quand je regarde ce collège des commissaires pour, on va dire, 2 raisons principales.
à la fois la trop faible représentation des sociaux-démocrates et l'irrespect, on va dire, à Nicolas Schmit, qui était notre Spitzenkandidat, qui était aussi notre commissaire en charge de l'emploi et qui n'a pas été reconduit, et qu'Ursula von der Leyen n'a pas souhaité aussi, reconduire en poussant, on va dire, davantage pour qu'il soit nommé. Mais ça, à la rigueur, on pourrait dire c'est accessoire. Le vrai scandale de ce collège des commissaires, c'est la nomination en tant que vice-président exécutif de la Commission européenne de Fitto, ce commissaire italien d'extrême droite. Cette seule nomination, pour moi, justifie de s'opposer à ce collège des commissaires. Certains présentent cette commission comme étant celle qui est la plus à droite que l'Union européenne ait connue. Ça me semble vrai, à la fois évidemment par sa composition, mais aussi par l'intitulé des différents portefeuilles. Quand on voit la place consacrée, par exemple, à l'égalité entre les femmes et les hommes, tout à fait absente, le mot égalité est présent, mais il me semble en troisième épithète du nom de commission qui d'abord parle des crises, puis d'autres sujets encore, pour finalement poser la question de l'égalité en dernier sujet. Il y a évidemment beaucoup de problèmes. Et puis, évidemment, la question, par exemple, du droit des travailleurs n'est pas présente. Il y a beaucoup de déceptions. Alors, vous avez aussi, vu que vous êtes inscrit dans différentes commissions parlementaires, je crois que c'est là que vous êtes dans la commission culture, vous en êtes même la deuxième vice-présidente, vous êtes également membre de la commission... commission femmes et commission Libé également. Exactement. Donc, vous allez entendre différents commissaires pour les auditions qui vont avoir lieu donc, du 4 au 12 novembre. Quelles sont, vos attentes par rapport à ces commissaires qui sont dans vos différentes commissions? Quelles sont vos lignes rouges, vos priorités? Je dirais que les auditions vont être très importantes parce qu'elles vont permettre de clarifier un certain nombre de sujets et notamment pour nous et pour le groupe socialiste et démocrate de pouvoir poser des questions en lien avec, on va dire, ce qui aujourd'hui est au cœur de notre projet et ce qui a été aussi au cœur de notre campagne. J'ai personnellement beaucoup d'attentes parce que aujourd'hui, Ursula von der Leyen a parfois une présentation assez floue de ses objectifs et les lettres de mission des différents commissaires, on va dire, demandent quelques clarifications. En ce qui concerne la culture, par exemple, et les différents sujets dont je vais pouvoir m'occuper, on va devoir parler de la place de la puissance européenne pour protéger les auteurs, pour protéger la culture en Europe, notamment quand elle est attaquée par exemple, des plateformes américaines qui vont vouloir attaquer notre modèle, par exemple, de rémunération des auteurs proportionnelle. Ça va être des sujets importants. De la même manière, on va devoir discuter de la place de l'IA. Ça va sans doute être un des grands débats de la mandature et on va pouvoir l'aborder. Mais aussi de vraies inquiétudes, parce qu'on le remarque et on l'a dit à l'instant, c'est la commission sans doute la plus à droite de l'histoire de l'Union européenne. Alors, est-ce que finalement Ursula von der Leyen va conserver ce cordon sanitaire qui nous sépare de l'extrême droite dans son action, à la fois dans les personnes, mais aussi dans les projets. Dans beaucoup de commissions, dans beaucoup de débats, ce qu'on observe parfois, ce sont... on va dire, à minima des connivences entre la droite et l'extrême droite. Moi, j'ai besoin d'être rassurée, mais surtout que ce soit clair qu'il n'y aura pas de connivence, que ce soit sur la forme ou sur le fond, avec l'extrême droite, notamment, par exemple, en commission Libé. Mais vous aurez quand même une difficulté ici, même au Parlement européen, puisque l'extrême droite est nettement plus présente. On parle d'une poussée, mais ils sont 174 répartis en 3 groupes. Certains craignent effectivement que la majorité, on va dire, des entre guillemets pro-européens, ou en tout cas ceux qui veulent faire avancer l'Union européenne, finalement, si ça ne fonctionne pas, se tournent vers l'extrême droite. Donc même vous pourriez avoir dans vos commissions des députés, finalement, des accords entre l'extrême droite et le PPE, par exemple. C'est évidemment une crainte. Aujourd'hui, il faut être, à mon avis, extrêmement vigilant, mais aussi dire aux députés du PPE que si nous sommes aujourd'hui dans une coalition large pour notamment l'exercice de nos fonctions et de nos mandats au Parlement européen, cela n'est pas juste un accord tactique, mais cela contient des lignes rouges importantes. Et pour nous, pour la gauche, pour le camp plus largement des démocrates, la ligne rouge, c'est
évidemment de ne jamais s'allier avec l'extrême droite. Alors quand certains le feront, moi je m'éloignerai d'eux sans hésitation. Erasmus, c'est aussi un des sujets qui vous tient à cœur. Le Conseil préconise une baisse du budget Erasmus. Alors le Conseil de l'Union, c'est les États pour nos auditeurs, donc il y a déjà s'est prononcé pour une baisse. Le Parlement va devoir aussi s'exprimer là-dessus. La justification du Conseil, c'est les problèmes budgétaires de l'Union européenne liés à la guerre en Ukraine et les financements qui ont été nécessaires. Est-ce que vous comprenez ce choix ? Non. Vous savez, on a fait campagne avec Raphaël Glucksmann, notamment en France, pour les élections européennes, en disant qu'aujourd'hui, il fallait absolument que l'Union européenne ait des ressources propres, que nous ayons justement plus de moyens en Europe pour justement ne pas avoir à présenter aux citoyennes et aux citoyens européens des choix comme celui qu'on nous présente aujourd'hui, en disant il faudrait choisir entre Erasmus et le soutien à l'Ukraine. On le voit bien. C'est absurde, parce que la survie de l'Union européenne, mais aussi la poursuite, on va dire, d'une montée en puissance de l'Union européenne, elle passera par ces deux aspects. On sera une puissance européenne, d'abord parce qu'on met le paquet sur la jeunesse, parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on lui permet d'étudier. Et donc qu'on développe aussi l'enseignement supérieur et la recherche. Mais on sera aussi une puissance européenne parce qu'on tiendra tête à la Russie de Poutine et qu'on soutiendra l'Ukraine face à l'agression russe, qui est en réalité une agression aussi contre nos valeurs et contre l'Union européenne. Donc il faut développer des ressources propres, mais il faut aussi des budgets ambitieux. Moi, quand je regarde ce que proposent les États, j'ai l'impression qu'on nous propose avant tout l'austérité. Or, l'austérité, elle ne sert à rien d'autre que de semer le désespoir dans l'Union européenne, là où justement, notamment en lien avec la première question que vous m'aviez posée, eh bien, il faut justement essayer de faire revivre l'espoir dans l'Union européenne. Alors, je reviens sur un autre sujet qui est très médiatisé en France, c'est l'affaire Mazan et la question du consentement. Là, vous allez, dans cette session, revenir sur ce sujet. Il faut savoir qu'il y avait un texte, qu'il y avait une directive qui avait été votée lors de la précédente législature, où il n'y avait pas eu le consentement n'avait pas été défini dans cette directive, et notamment parce que la France s'était opposée à une définition commune. Alors maintenant, du fait de ces événements, ce sujet revient au cœur du débat. Qu'est-ce que vous attendez La réalité, c'est que les équilibres politiques au Parlement européen ont évidemment un peu évolué. Vous le disiez tout à l'heure, il y a bien plus de députés issus de l'extrême droite, et donc cette situation, évidemment, est inquiétante, notamment pour les droits des femmes en Europe. Quand on observe ce que fait Giorgia Meloni en Italie ou Viktor Orban en Hongrie, on peut légitimement être extrêmement inquiet pour les droits des femmes. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il y a des féministes de combat dans la commission droits des femmes du Parlement européen, socialistes, mais pas que, sur l'ensemble du spectre politique, en excluant évidemment la droite la plus dure et l'extrême droite. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous et nous allons nous battre pour essayer de faire revenir ce débat sur une définition européenne du viol. Ce débat, il est important pour protéger les femmes dans l'Union européenne. Il faut le rappeler, aujourd'hui, la majorité des viols, malheureusement, ne sont pas condamnés. Les femmes vont parfois être dans les commissariats de police, vont aussi se lancer dans des procédures judiciaires, et tout cela n'a pas d'issue parce qu'aujourd'hui le dispositif législatif, le dispositif aussi en termes d'accompagnement n'est pas suffisant pour les accompagner. Donc on a besoin de renforcer aujourd'hui notre modèle juridique, mais aussi plus globalement comment est-ce qu'on aborde la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est vrai, moi j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron, parce que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de bloquer ce débat-là, qui a décidé de dire non, nous n'adopterons pas de définition européenne du viol. Mais aujourd'hui, vous le voyez, ça a mal été compris même par sa majorité à lui. Donc évidemment. Et on l'a bien vu, Valérie Hayé notamment a été extrêmement gênée pendant toute la campagne des élections européennes sur ce sujet-là. Là où il y a un espoir, parce que tout de même, tout n'est pas noir dans le tableau, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même a annoncé vouloir revenir sur ce débat-là et sur ce sujet. Et vous savez, quand on parle de lutte contre la violence sexiste et sexuelle, je pense qu'il faut assumer finalement de prendre toutes les bonnes volontés, même quand elles se réveillent très tard. Et donc Emmanuel Macron, évidemment je lui en veux beaucoup, il se réveille tard, mais maintenant il va devoir se faire pardonner.
Il va devoir se faire pardonner par toutes les féministes qu'il a trahies il y a maintenant quelques mois. Et il va devoir finalement travailler à l'adoption de cette définition européenne du viol qui contiendra cette notion de consentement. Je ne sais pas s'il y arrivera, puisque vous le savez, il est historiquement affaibli. Mais en tout cas, les féministes, nous serons au rendez-vous. Pour revenir sur un triste anniversaire, lors de cette session, donc, il y a eu un débat avec Josep Borrell. Je rappelle que c'est le chef de la diplomatie européenne. Un an donc après les tragiques événements du 7 octobre et l'escalade du conflit au Moyen-Orient. On peut attendre quelque chose de l'Union européenne? Ce que je crois, c'est que l'Union européenne a le devoir historique de sortir de son impuissance. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou participe à cette escalade militaire en ayant l'impression d'avoir complètement les mains libres. Et cela n'est pas possible. Nous sommes à un an, vous le disiez à l'instant, des attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. Cette journée-là est marquée d'une sombre empreinte dans l'esprit de toutes et de tous. On se souvient évidemment des morts, on se souvient des enlèvements, et beaucoup d'otages sont encore aujourd'hui entre les mains du Hamas, et on se souvient également des viols nombreux des femmes israéliennes, du viol qui a été fait arme de guerre ce jour-là. Depuis, une escalade terrible au Moyen-Orient. Les bombardements, évidemment, sur Gaza, mais aussi depuis les bombardements du Hezbollah, l'attaque d'Israël au Liban et l'entrée récente en guerre de l'Iran. Tout cela est grave et cet embrasement de la région doit s'arrêter. L'Union européenne a un rôle. Vous avez vu comme moi qu'Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques jours sur le sujet. Son impuissance, malheureusement, me laisse assez muette, mais l'Union européenne a un rôle. Nous pouvons faire des choses. Il y a aujourd'hui un accord d'association qui existe entre l'Union européenne et Israël. C'est un accord commercial. Tout à fait. Nous demandons depuis des mois, notamment à travers la voix de Raphaël Glucksmann, de suspendre cet accord d'association, notamment en raison de la clause droits humains qui y figure. Nous pouvons agir. J'ai envie aujourd'hui que toutes et tous nous nous rendions compte que nous pouvons agir. Être européen, c'est faire partie normalement d'une puissance diplomatique européenne. Alors Ursula von der Leyen a en réalité les moyens d'agir, il faut juste peut-être que le courage soit présent. Alors les attaques du 7 octobre ont aussi été un choc pour Israël, mais elles ont également révélé une montée des tensions identitaires en France et en Europe, avec une recrudescence inquiétante de l'antisémitisme, dont on sait que vous avez été victime, notamment sur les réseaux sociaux. Comment ces événements ont-ils influencé votre réflexion personnelle sur la lutte contre l'antisémitisme et le cyberharcèlement? Et là aussi, qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne pour peut-être remédier à ce type d'acte? Vous savez, la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas un combat qui est pertinent uniquement depuis le 7 octobre. Mais depuis le 7 octobre 2023, ce qu'on observe, c'est évidemment, malheureusement, comme à chaque épisode terrible d'embrasement au Moyen-Orient, une importation du conflit israélo-palestinien en France et évidemment une montée importante de l'antisémitisme en France, mais aussi en Europe. On se souvient évidemment des manifestations en Allemagne qui disaient qu'Hitler avait raison depuis un an. On se souvient des attentats sur les synagogues, des agressions en sortant d'office de Shabbat à Paris il y a quelque temps. Tout cela est évidemment terrible. Et moi, j'aimerais d'abord dire à toutes et à tous que rien ne justifie jamais d'essentialiser qui que ce soit en fonction de son identité réelle ou supposée. On a connu depuis un an une importation du conflit qui a mené les Juifs de France à devoir se justifier de la politique menée par Benjamin Netanyahou. On les a considérés avant tout comme des Juifs, en parfois dressant un signe égal entre juifs et israéliens, avant de les considérer comme des citoyens français. Tout cela doit cesser. Cette importation du conflit, elle a évidemment des responsables. Des responsables qui sont aussi des responsables politiques. Et là-dessus, évidemment, j'en veux énormément à ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre 2023. Mais aujourd'hui, nous devons agir.
nous devons agir avec force contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations et aussi contre le racisme. Parce que, je dois le dire, quand les juifs sont essentialisés, les musulmans le sont aussi parfois, en les associant directement, par exemple, au Hamas ou à d'autres groupes terroristes. Oui. Tout cela doit cesser. Moi, je le pense, la solution, c'est l'antiracisme, c'est l'universalisme républicain, et c'est d'être extrêmement droit et clair quand nous parlons. Aujourd'hui, il faut une solution politique au Moyen-Orient, évidemment, mais cela n'a rien à voir avec la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme en France. Alors vous êtes engagé auprès de la jeunesse, notamment là, les jeunes socialistes. Le conflit à Gaza a provoqué donc de vives réactions, notamment parmi cette jeunesse en France et en Europe. En tant que donc, président des jeunes socialistes, comment percevez-vous cet engagement parfois polarisé des jeunes sur ce sujet ? C'est vraiment une question qu'on se pose, parce que c'est vrai que vous dites la France insoumise, Mélenchon, mais on voit bien qu'il y a une frange de la jeunesse qui prend cause pour la cause palestinienne. Moi, j'en veux à Jean-Luc Mélenchon, non pas pour le fait de s'être emparé de la lutte pour les droits humains, notamment des Palestiniens. Je lui en veux pour l'importation du conflit en France et notamment son rôle dans la montée de l'antisémitisme en France. C'est très différent. Moi, quand je vois cette jeunesse engagée qui justement réclame de la France et de l'Union européenne des actions fortes pour mettre fin à la guerre et pour mettre fin au massacre à Gaza, moi je dois vous le dire, je suis plutôt contente et heureuse. Parce que nous avons une jeunesse qui en réalité est engagée, qui est politisée. On n'a pas arrêté de dire que les jeunes étaient très loin du débat politique, qu'ils étaient individualistes, qu'ils étaient loin de tout. Eh bien, moi, j'ai vu les jeunes se mobiliser pour le climat. Je les ai vus se mobiliser pour les Ouïghours, notamment quand Raphaël Glucksmann a lancé ce combat-là. On les voit se mobiliser pour les droits des femmes, pour les droits des travailleurs, pour leur droit à se nourrir, et on les voit aussi se mobiliser pour la cause palestinienne, mais aussi pour la paix au Moyen-Orient. Moi, ce que je pense, c'est que ces jeunes ont raison de s'engager, qu'ils ont raison de s'engager, qu'il faut aussi évidemment qu'ils s'engagent dans des partis, dans des associations. Moi, j'espère qu'ils poursuivront cette mobilisation-là. Et c'est important d'avoir cette jeunesse conscientisée et il faut la regarder, je dirais, avec bienveillance. Là où les partis politiques et les responsables politiques ont un rôle, c'est d'offrir ensuite des espaces sains, des espaces sereins d'engagement pour tous ces jeunes. Ces jeunes qui aussi sont allés voter parfois pour la première fois lors des élections européennes ou des élections législatives en 2024. On a un rôle important à jouer et un rôle aussi de respect de cette jeunesse, de ne pas l'instrumentaliser dans sa colère. Ces manifestations-là, elles peuvent avoir lieu, elles doivent avoir lieu, doivent être des manifestations de paix. Le rôle des politiques, c'est faire autre chose. Certains commentent en disant que c'est ce qui manque un peu, l'aspect aujourd'hui. On voit plutôt des revendications et pas la volonté qui est la paix. Mais ça, je pense qu'encore une fois, c'est la responsabilité davantage des responsables politiques qui parfois décident d'embraser les débats et d'embraser les manifestations. Mais je pense qu'avoir une jeunesse engagée n'est pas un problème, bien au contraire. Alors ici, au Parlement européen, les groupes politiques ont présenté leurs candidats pour le célèbre prix Sakharov, la plus haute distinction accordée par l'Union européenne aux actions en faveur des droits humains. Votre groupe a proposé Women Wage Peace et Women of the Sun, à nouveau en lien avec ces questions de paix en Israël et en Palestine. Par contre, on a l'extrême droite qui a proposé Musk. Expliquez-nous ce choix et est-ce que vous espérez qu'ils seront retenus, puisqu'on peut expliquer que c'est les groupes qui vont devoir se mettre d'accord et voter pour un de ces candidats. Cette proposition, moi j'en suis extrêmement fière. Elle vient d'ailleurs de la délégation française socialiste au sein du groupe SND. C'est une proposition qui vise déjà évidemment à rappeler notre engagement pour la paix au Moyen-Orient et pour dire qu'évidemment, dans cette année si particulière, il nous semblait extrêmement important d'aborder ce sujet-là et que ce soit au cœur du prix Sakharov cette année. Nous avons proposé cette association, Women's Wage Peace, parce qu'il nous semblait important de rappeler le rôle fondamental des femmes dans les solutions politiques pour la paix. Vous connaissez peut-être les guerrières de la paix qui manifestent régulièrement à Paris, ailleurs en France, pour évoquer la situation de ces mères, MERES, qui manifestent ensemble, qu'elles soient palestiniennes, arabes israéliennes ou juives israéliennes, pour la paix. Eh bien, ce sont ces
ces initiatives-là qui, en réalité, nous permettront de trouver des solutions politiques. Aujourd'hui, quand on regarde ce qu'il se passe en Israël, on est complètement coincé, ou certains semblent coincés, entre Benjamin Netanyahou d'un côté, l'extrême droite israélienne, et de l'autre, les terroristes du Hamas. Mais, je veux le dire, ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui, quasiment toutes les semaines, des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent contre Netanyahou. Des démocrates qui se lèvent contre lui et contre sa politique d'extrême droite, qui se lèvent pour un cessez-le-feu à Gaza. Il y a en Palestine, en Israël, des Palestiniens ou des Arabes israéliens ou des Juifs israéliens qui travaillent ensemble, qui se mobilisent ensemble contre Netanyahou, mais aussi contre les islamistes. Ces solutions-là, il est de notre devoir, en tant que démocrate, en tant aussi que socialiste en Europe, de les mettre en avant. C'est essentiel. Entre nous, entre deux. Alors, Madame Rafovitch, j'ai une nouvelle rubrique dans cette émission. C'est un petit concept assez simple. Je vais vous poser une série de questions. Vous aurez toujours 2 options. Pas de long discours. Il faudra juste choisir entre les 2. C'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur vos centres d'intérêt, vos goûts. Alors, je vais commencer. Vous êtes prête? Alors, est-ce que vous êtes débat au Parlement européen ou meeting avec les jeunes socialistes? Les 2. Comment c'est dur? Alors, café ou thé? Café. Mandat européen ou engagement local à Paris? Les 2, j'ai toujours les 2. Alors là, c'est une question totalement différente. François Mitterrand ou Lionel Jospin? Ah, ça c'est très dur. Je dirais Lionel Jospin. Anglais ou allemand? Allemand. Plutôt agenda papier ou tout dans le téléphone? Tout dans le téléphone, j'avoue. Rédiger un discours ou improviser? Improviser. Alors, soirée à refaire le monde ou une soirée tranquille devant un film culte? Et refaire le monde. Eurovision ou Coupe d'Europe de football? Là, vous touchez vraiment une corde sensible. Eurovision, je dois l'avouer. Universalisme, on en a parlé, ou identité culturelle? Universalisme. Traité de Lisbonne ou traité de Maastricht? Alors, ça, c'est pour les initiés. Ni l'un ni l'autre, on va dire. Déjeuner avec Olaf Scholz ou dîner avec Emmanuel Macron? Alors, j'ai des choses à dire aux 2. Est-ce que je parle de Schengen ou est-ce que je parle de la gauche à mettre à Matignon? Alors, on va dire que dans l'urgence française, on va voir Emmanuel Macron, mais plutôt pour le convaincre de nommer la gauche à Matignon. Et on termine, révision de la Ve République ou révision des traités européens? Les 2. Ah, on est souvent sur les 2. Merci Madame Rafovitch pour votre participation Merci à à cette vous. émission et avoir répondu à notre sollicitation. Merci. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt. À bientôt. Merci.